Voici la rediffusion d'une vidéo censurée par YouTube et qui parle de censure et de liberté d'expression. Peu après leur fondation, les Nations Unies adoptèrent la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 21 imposait la démocratie en ces termes. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. L'article 18 de la Convention des droits de l'homme protège la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé. Mais l'article 30 est très clair. Il déclare, je cite, « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés. » Cet article 30 est très clair. Il dit « Si vous voulez détruire les droits de l'homme avec tout ce qu'ils contiennent, vous ne pouvez pas bénéficier des droits de l'homme. » Nous en sommes donc revenus à la fameuse phrase prêtée à Saint-Just, « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. » Voilà où mène la haine, nous dit-on, au massacre de masse. La conclusion étant, l'extrême droite est inacceptable. Et l'affiche qui apparaît maintenant à l'écran a été publiée par le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. On nous met en garde contre le racisme avec une photo prise dans un camp de concentration en 1945. À SOS, tu as deux racismes qu'on ne peut pas condamner. Qu'un juif, il insulte une autre race, tu ne trouveras jamais un procès. Donc il y a un racisme que tu n'as pas le droit de condamner. Et puis il y a le deuxième, c'est celui du racisme anti-blanc. Alors lui aussi, voilà, aujourd'hui à SOS Racisme, tu es noir, tu es asiatique, tu es arabe, tu es une femme maghrébine ou black, tu es victime de discrimination, bah bien. Voilà, nous tu nous intéresses. Maintenant tu es victime d'un patron juif ou d'une bande de racailles qui te dit, parce que moi j'ai entendu, hein, j'étais même témoin de scène, j'ai vu des gens dire à des Français de souche, leur dire mais casse-toi, nous pendant 130 ans vous nous avez colonisés, maintenant on est là pour vous emmerder et tout, et ça se lâche, ouais, espèce de sale blanc, ouais. Tu vois, et ces gens ils sont venus, moi je pense surtout à ce mec là, Jean-Pierre. Le mec il a pris une balafre, il a pris un coup de couteau, et les mecs ils se sont acharnés sur lui, l'ont tabassé, et lui il est venu pensant naïvement qu'à SOS Racisme, ben, on allait prendre en compte ses souffrances, ses douleurs. Bah, nous on a reçu une directive de Paris, on a dit non, laissez tomber. Donc il y a un racisme qui est beau à traiter et un autre qui n'est pas beau à traiter. Il y a un racisme médiatique qu'il faut mettre en avant et un autre qu'il ne faut pas mettre en avant. Et maintenant SOS Racisme, moi j'espère, d'ailleurs ils ont été épinglés par la Cour des comptes plusieurs fois, et j'espère franchement qu'un jour il y aura un audit sur cette association. Ah, c'est une caisse de résonance du Parti Socialiste, tout le monde le sait, c'est Mitterrand en 84 qui a créé SOS. En France maintenant, la polémique autour du port du foulard islamique a trouvé un début de solution de déblocage, dirons-nous, au collège de Creil où était partie l'affaire. Les deux sœurs, Fatima et Leïla Chaboun, ont accepté ce matin d'assister au cours en ôtant leur foulard. Une troisième élève continue, elle, de refuser. Chantal Timéra. C'est sous la neige que la situation s'est enfin dégelée au collège Gabriel Havès de Creil. Après 2 mois et demi de polémique et de revirements explosifs et très médiatisés, Fatima et Leïla ont choisi de retirer définitivement leur foulard pendant la classe, à la grande surprise du proviseur qui n'avait pas été informé de cette nouvelle décision de la famille à Chaboun.
Cela m'a été annoncé par le téléphone intérieur d'établissement et c'est un renseignement que vous aviez donné. Maintenant, j'en ai confirmation. Vous les avez Quand vus? cela date, je l'ignore. Vous les avez vus? Vous savez qui les a convaincus de ne pas porter le tchador? Pardon? Vous savez qui les a convaincus de ne plus porter le tchador? Ah, je ne suis pas dans le secret des dieux, non. Mais enfin, j'accueille avec joie cette solution, cette décision. Vous pensez que c'est grâce à votre action? Bon, notre action n'est certainement pas étrangère à une telle décision, tout de même. Mais enfin, quelque chose a pesé et j'ignore quoi. De sources officielles et religieuses, les deux jeunes filles et leurs familles auraient été depuis plusieurs jours très encadrées et conseillées par la collectivité maghrébine de Creil. Dans un même temps, l'avis du Conseil d'État, en confirmant les pouvoirs des chefs d'établissement scolaire, a sans aucun doute décidé la famille Achaboun à faire un pas pour une meilleure intégration au sein de l'école. Les problèmes de... Ces quelques rappels permettent de comprendre pourquoi les partisans du nouvel ordre mondial souhaitent que l'Holocauste reste un dogme intangible et inattaquable. Lorsque, fin 1978 en France, l'affaire Forisson débuta, 34 historiens publièrent dans Le Monde une déclaration qui se terminait ainsi, je cite, « Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Tel est le point de départ obligé de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement. Il n'y a pas, il ne peut y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz. » Cette réaction n'était pas celle de gens sûrs de leurs faits, mais de menteurs paniqués à l'idée que leur mensonge venait d'être découvert et dévoilé au monde. D'ailleurs, face à la persistance du phénomène révisionniste, les tenants de la thèse officielle ont été contraints de recourir à la force de la loi. À partir de 1990 en Europe, des lois ont été votées dans un peu tous les pays qui répriment l'expression publique des thèses révisionnistes, allant jusqu'à condamner les révisionnistes à de la prison. Ajoutons à cela qu'en janvier 2007, l'ONU a adopté une résolution qui condamne le révisionnisme historique. Cela signifie qu'aujourd'hui, au moins dans la plupart des pays d'Europe, vous pouvez publiquement affirmer que vous ne croyez ni à Dieu ni au diable, au moins dans leur acception traditionnelle. Mais attention, vous devez croire que l'enfer a existé, qu'il était à Auschwitz et qu'au tréfonds de cet enfer, plusieurs centaines de milliers de juifs ont été gazés. Vous devez croire que le diable existe et qu'il s'appelait Adolf Hitler. Vous devez croire qu'il existe un péché originel, un péché absolu, le racisme, et que le racisme conduit à l'horreur absolue. Et sa contre-morale qui rend obligatoire l'adhésion aux idéaux, entre guillemets, révolutionnaires de 1789. Une question qui se pose, est-ce que le Pax n'entraîne pas une espèce d'engrenage qui ferait que demain, le mariage homosexuel sera effectivement autorisé, et puis après-demain, l'adoption des enfants par des couples homosexuels? Est-ce que c'est pas dans la logique du Pax? Non, absolument pas. C'est justement parce qu'il est quelque chose d'autre, parce qu'il n'est pas ce mariage, que vous n'avez pas du tout, vous, à le construire comme un engrenage. La position du gouvernement est claire. L'acceptation par l'opinion, elle est que le Parlement contribue à régler des problèmes de vie commune, des problèmes de succession, des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux. Elle n'est en rien, justement, que l'on construise une sorte de mariage bis, voire de mariage homosexuel, si vous voulez cibler cette catégorie de la population, et donc nous nous en tiendrons là, totalement. Et depuis 2004 en France, une loi existe qui réprime les propos homophobes. En 40 ans ainsi, au nom des sacro-saints droits de l'homme, l'homosexualité est passée du stade de fléau social au stade de liberté, entre guillemets, protégée par la loi. La laïcité, c'est le respect pour toutes les opinions et pour toutes les croyances. Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux.
C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme. La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. Ce n'est pas l'idée que la République française se fait de la dignité de la femme. Le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels est enfin adopté par les députés après 136 heures de débat et des semaines de manifestations parfois violentes. Les deux ministres qui ont porté à bout de bras cette réforme du Code civil sont ovationnés par les élus de gauche et visiblement très émus. Avec cette réforme d'ampleur, la France devient le 14e pays dans le monde à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Après des centaines d'amendements déposés, l'opposition UMP ne s'avoue pas vaincue et a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. On vient donc à peine une heure après déposer ce recours, un recours très charpenté d'une trentaine de pages, à la fois sur le déroulement du travail législatif et puis aussi sur le fond, sur le mariage en tant que tel, sur le droit de la filiation, sur l'adoption. Donc bon, c'est un recours tout à fait solide. Les Antilles ne baissent pour autant pas les armes. Ce mardi soir, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées place des Invalides à Paris pour demander le retrait du texte et la démission du président Hollande. Ils le promettent, ils ne lâcheront pas. Prochain rendez-vous d'ampleur le 26 mai, jour de la fête des mères. Derrière tout ça, un homme, Manu, Chouflerman, mec, c'est le mec du gouvernement. El Blancos, on l'appelle dans le milieu. Bref, Manu est à la manœuvre pour me régler mon compte. Il a tout fait pour m'interdire de monter sur scène. Résultat, je suis sur scène partout en France. Tous les zéniths, archi bondés, putain, c'est devenu... Et puis alors c'est complet partout, on pourrait jouer 2 fois, j'ai jamais connu ça. C'est joué dans des autocars, pas longtemps. Artiste le plus populaire de France. On remplit tous les zéniths. Merci Manu. Lui il fait moins 7%, moi je fais plus de 100%. Ces lycéens qui ont relayé les versions délirantes des événements. Qu'y a-t-il derrière ces manipulations? C'est une équipe d'envoyés spécial qui a mené l'enquête. Lionel Poussery, Baptiste Debussy. On est français sur le papier, mais on la voit la discrimination. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans le travail, de partout. Dans le métro, quand on voit juste après les attentats, ça nous regarde de travers, ça nous insulte de sale arabe, c'est vrai. Un mal-être attisé par la théorie du complot. Je pense que c'est pas arrivé comme ça. C'est obligé que ce soit un complot parce que pourquoi 2 musulmans iraient attaquer Charlie Hebdo en claquant des doigts alors que cette histoire elle date d'il y a 9 ou 6 ou 9 ans. Moi je pense que c'est un complot de l'État français. Malheureusement, ils ont fait ça. Donc maintenant, le plus important, c'est de savoir comment on fait pour plus que ça se produise. C'est ça qui est le plus important. Bah pour plus que ça se produise, oui. Qu'ils arrêtent leur caricature. Leur caricature, il faut qu'ils les arrêtent. Des gens qui sont morts dans Charlie Hebdo, c'est des gens bien. Des gens bien? Oui, c'est des gens bien qui sont morts. Sincèrement, c'est des gens bien. Cabu, t'es trop jeune, mais Cabu, c'était mon enfance. Bah moi, Charlie Hebdo, il met la haine. Moi, il m'énerve. Jessim et Ismaël sont en première. Des ados sans histoire, qui ont, malgré leurs désaccords, respecté la minute de silence. Écoutez, la difficulté dans ce dossier, c'est que nous sommes là face à un enfant de 8 ans qui, d'après ses mots même, ne comprend même pas ce qu'est le terrorisme, et une administration scolaire qui décide, au lieu de prendre une mesure pédagogique, avec le conseil de famille pour bien lui expliquer que ce n'est pas bien ce qu'il a dit, décide de faire un signalement auprès du commissariat. Et c'est cette situation ubuesque, cette hystérie collective, cette disproportion que l'on trouve abusée. Ce qu'on nous demandons, c'est une enquête indépendante par rapport aux allégations qui sont portées par l'enfant à l'encontre du corps enseignant. Nous souhaitons évidemment l'apaisement de la situation et nous souhaitons qu'on réfléchisse très sérieusement à des mesures pédagogiques et qu'on ne sorte pas du cadre légal. Cette loi qui a été prise contre l'apologie d'actes de terrorisme a visé initialement à sanctionner les djihadistes, les recruteurs, ceux qui amenaient les gens en Syrie. Aujourd'hui, elle sert à poursuivre un enfant de 8 ans. On marche sur la tête. This is Fake News EP, European Parliament, and I'm giving the floor to Mr. Christophe Michel, who is a teacher in critical thinking, and he will tell us more about. Donc moi je suis enseignant, j'enseigne les sciences au lycée en France.
Et aussi, j'enseigne l'éducation aux médias et la pensée critique. Et c'est en cette qualité-là que je suis là aujourd'hui. J'enseigne à toutes sortes de publics, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. J'enseigne à des adultes de tous milieux sociaux. Et puis j'enseigne aussi dans les prisons. Et puis, je suis aussi le créateur d'une plateforme sur Internet en vidéo où je fais la même chose, j'enseigne la pensée critique. La plateforme s'appelle Hygiène Mentale et elle est disponible, par exemple, sur YouTube. Ça me permet de pouvoir enseigner la pensée critique, non pas à 20 personnes à la fois, mais directement à 200 000 personnes d'un coup. Je pense que c'est quelque chose que les enseignants devraient réfléchir un peu plus. Et moi, je suis là pour essayer de vous présenter des solutions, parce que bien sûr, je fais le même constat que vous avez tous fait là, juste avant moi, sur l'importance des fake news et puis leur capacité à sculpter la réalité. Moi, je vais essayer de vous présenter toutes sortes de solutions et j'insisterai sur une en particulier, et ce ne sera pas la plus facile ni la plus rapide. Au contraire, je pense que ce sera la plus difficile et la plus longue. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est sur cette voie-là qu'il faut aller. Ce sera donc la voie de l'éducation. Moi, je sais que le sujet des fake news est très important en France. Dans 2 mois, il y aura d'importantes élections présidentielles et tout le monde est très alerté sur ce sujet. Les hommes politiques savent que ça peut tout à fait changer leurs élections. Les journalistes ne parlent que de ça depuis des années. Et les citoyens aussi ont très envie de trouver des solutions. Moi, je vois plusieurs sortes de solutions. Certaines ont déjà été évoquées ici. Par exemple, la répression. Paul en parlait à l'instant. En France, le gouvernement a supprimé certains sites qui étaient clairement fake news, en particulier sur l'information à l'interruption volontaire de grossesse, où ces sites-là propageaient des fausses informations basées sur des chiffres complètement inventés, exagéraient les risques. Bien sûr, ils étaient plus guidés par leur idéologie conservatrice et religieuse que par un souci de vérité. Mais je pense que c'est une mauvaise voie, car effectivement, ça fait une brèche flagrante sur la liberté d'expression, comme racontait Paul tout à l'heure. La liberté d'expression, c'est pas seulement défendre la liberté de chacun à exprimer des informations raisonnables, justes, correctes et vraies. Être pour la liberté d'expression, c'est défendre le droit de chacun à proposer des informations déraisonnables, fausses, incorrectes, injustes, voire choquantes ou irrespectueuses. Je pense que d'autres solutions devraient être privilégiées. En France, par exemple, il y a une initiative de journalistes qui a proposé de signaliser l'Internet, de proposer une application qui permet de faire lever des drapeaux lorsqu'on visite un site clairement de fake news. Le journal, c'est Le Monde, et leur équipe de journalistes spécialisés dans le fact-checking, c'est les décodeurs. Ils ont proposé une application qui s'appelle Décodex, et ils ont listé des milliers de sites pour lister tous les sites connus et reconnus de, par exemple, sites parodiques qui offrent des fausses informations dans un but humoristique ou de parodie. Ils proposent de faire une liste de tous les sites ouvertement de fake news qui sont bien connus et qu'on peut arriver à déterminer par des moyens objectifs. Malheureusement, ils ont aussi décidé de faire une liste en levant un drapeau orange pour tous les sites qui ont un point de vue biaisé par une certaine idéologie. Et là, ça devient très difficile, car les critères objectifs pour déterminer quel site a une vue du monde biaisée par son idéologie, c'est très difficile. Suffit-il d'être d'extrême droite pour être dans cette liste? Non, bien sûr. Suffit-il d'avoir partagé plusieurs fois des fausses informations pour être sur cette liste? Non, bien sûr, tout le monde peut se tromper ou avoir des négligences. Le manque de critères objectifs pour définir ce genre de liste fait que cette application a été très controversée et on est encore en recherche de solutions pour signaliser l'Internet.
Pour citer un exemple, le mot « bon penser » signifie approximativement « orthodoxe » ou, si on voulait le considérer comme un verbe, « penser d'une manière orthodoxe ». Il changeait de désinence comme suit. Non-verbe, bon penser, passé et participe passé, bien pensé, participe présent, bon pensant, adjectif, bon pensable, non-verbal, bon penseur. Dans le mot crime pensé, par exemple, le mot penser était placé le second, tandis que dans penser Paul, police de la pensée, il était placé le premier, et le second mot, police, avait perdu sa deuxième syllabe. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!